Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Hélène Raymond. Je suis membre du conseil d'administration du PA Développement International depuis plusieurs années. Je m'intéresse personnellement et professionnellement aux questions qui touchent l'agriculture, la sécurité alimentaire et l'environnement, et plus que tout, par l'équité. J'écris, je travaille sur ces enjeux depuis longtemps et je considère qu'à des échelles différentes, parce que je sais qu'on a des gens d'Afrique avec nous aujourd'hui, des gens qui viennent d'Europe, des gens du Québec, d'un peu partout. Bref, je sais qu'à des échelles différentes, nous nous retrouvons, nous nous rejoignons sur des questions fondamentales. En particulier, ces questions qui veulent qu'on donne aux agricultrices et agriculteurs du monde des moyens de cultiver la terre, de la protéger, de se nourrir dignement, de nourrir les leurs et leurs sociétés dans le respect des écosystèmes locaux et de la culture alimentaire locale aussi. Mon rôle aujourd'hui consiste à diriger les échanges avec deux invités qui seront en direct avec nous du Kenya et de la France. Je vais leur demander de cerner les enjeux qui entourent la préparation de la COP 29 en lien avec le climat, bien sûr, mais plus précisément en lien avec l'agriculture. La COP, ce sont des négociations sur le climat et on se demande aujourd'hui quel impact ont ces négociations internationales sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. C'est donc une rencontre annuelle internationale qui est née dans la foulée du sommet de Rio, pas tout de suite après, mais un petit peu plus tard. La première édition de la conférence des parties sur le climat était à Berlin, puis elle s'est déplacée de ville en ville, de pays en pays. Et cette année, pour sa 29e édition, elle va se tenir en novembre prochain en Azerbaïdjan. Nos invités aujourd'hui, M. Cargel Masso. Cargel a été formé à l'Université de Sherbrooke, à l'Université Laval, à l'Université du Québec en Outaouais au Québec. Il connaît le Québec. Il a été formé respectivement en santé de l'environnement, santé des sols et gestion de projet. On en connaîtra un petit peu plus sur l'organisation pour laquelle il travaille actuellement. Un petit peu plus tard, au moment où ce sera le moment de lui passer la parole pour l'entretien. Quant à Marie Cosquer, elle est analyste, plaidoyer système alimentaire et crise climatique chez Action contre la faim en France. Elle travaille donc à l'élaboration des plaidoyers, entre autres, en vue des négociations sur le climat. Mais avant de vous les faire entendre, avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite à accueillir Hugo Beauregard-Langelier, qui est secrétaire général du PA Développement International. Hugo. Merci beaucoup, Hélène. Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet autre panel de UPA Développement International qui ont commencé en 2020. Merci aussi à nos deux panélistes pour votre présence aujourd'hui. C'est très apprécié. Comme tu l'as dit, Hélène, à quelques jours de l'ouverture de la COP de Cali en Colombie sur la biodiversité et à quelques semaines de la COP de Bakou en Azerbaïdjan sur le climat, au niveau du PADI, il nous apparaissait important de se questionner sur ces grandes négociations internationales, mais surtout sur la façon dont elles nous impactent et elles impactent les agriculteurs et agricultrices d'ici et d'ailleurs. Parce qu'au-delà des critiques les plus régulièrement relayées médiatiquement sur les coûts de ces événements puis sur les nombreux déplacements en avion qu'elles engendrent, il nous apparaît nécessaire de reconnaître qu'il n'y a pas d'autres événements sur la planète qui regroupent autant de personnes provenant de tous les pays du monde et représentant autant de secteurs et d'organisations différentes. Dans un monde, je dirais, de plus en plus polarisé, ces conférences sont en quelque sorte un exploit. Mais est-ce que c'est le seul critère de succès? C'est ce que nous tenterons d'explorer aujourd'hui en compagnie de nos panélistes. On espère que ce sera d'intérêt pour vous, mais je peux tout de suite vous dire que, et tout de suite affirmer que ce le sera pour UPADI. Parce que si on veut être une des voix qui défend celles et ceux qui nous nourrissent à travers le monde, on a l'obligation d'être à l'affût des décisions à l'international qui pourraient avoir des impacts au niveau local. Et on doit surtout utiliser notre influence pour positionner les agricultrices et les agriculteurs qui sont trop souvent oubliés dans les cercles où se prennent ces grandes décisions internationales. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle UPADI, dans sa nouvelle planification stratégique 2024-2027, a intégré une orientation stratégique qui se lie enrichir par une économie écologique où on fait un lien très étroit entre entre le développement économique et la protection de l'environnement et l'adaptation au changement climatique. Donc, sans plus tarder, je laisse toute la place à notre panel. Donc, merci encore de votre participation et je te cède la parole, Hélène. Merci beaucoup, Hugo. Hugo, qu'on va retrouver un petit peu plus tard lors d'un échange. En fait, la façon dont ça va se passer, c'est que on va tenir deux entretiens privés avec Cargele et Marie. Et ensuite, à trois, ils vont réfléchir ensemble
à ce qu'Hugo vient de mentionner. Donc, pourquoi cette obligation d'être à l'affût des décisions? Pourquoi tenir autant à participer à ces rencontres? Quelles sont les retombées de ce type de rencontres? Comme le mentionnait Hugo Beauregard-Langelier, il n'y a pas d'autres événements qui regroupent autant de monde autour de la question climatique et c'est en partie ce qui fait en sorte qu'autant d'organisations tiennent à être présentes là-bas sur place. Je vous précise que vous allez pouvoir leur poser des questions via les zones de questions-réponses et de clavardage, donc de chat, dans le bas de vos écrans. On ne peut recueillir vos questions, vos voix, mais on peut vous lire. Alors, vous les notez là et Andréane Soucy va me les faire parvenir. On passera aux questions donc à la toute fin du panel. De la même façon, vous me pardonnerez si je regarde mon téléphone de temps en temps. C'est la façon que nous avons de communiquer entre nous, donc avec les collègues qui sont à UPA Développement International à Longueuil et moi qui suis à Québec. C'est comme ça qu'on suit l'avancement du panel. Alors, on plonge Marie Cosquer qui va ouvrir sa caméra et son micro. Marie qui s'intéresse de près aux travaux de diverses organisations comme la FAO sur la sécurité alimentaire. Elle travaille à Action contre la faim. C'est une organisation internationale humanitaire française qui lutte contre la faim dans le monde et qui intervient dans 50 pays. Action contre la faim, ce sont 40 ans d'actions inscrites dans la foulée des guerres, des inégalités socio-économiques et de genre et autour de la crise climatique et environnementale. Donc, la question sécurité alimentaire et moyens d'existence est une des expertises. Rappelons simplement qu'une personne sur trois souffre d'insécurité alimentaire dans le monde. En tout cas, c'était la statistique de 2023. Ça n'a peut-être pas diminué. Je pense qu'il y a des risques que ce nombre augmente encore. Marie, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, merci de recevoir Action contre la faim. Avant de parler plus spécifiquement d'agriculture et de climat, pour la bonne compréhension de tous et toutes, est-ce qu'on peut redonner rapidement une définition de ce qu'est la sécurité alimentaire? Oui, c'est vrai, on peut partir de là. Alors la sécurité alimentaire, c'est lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès à la fois physique, mais aussi économique, très important, à une nourriture suffisante, saine et nutritive. Et on voit bien qu'il y a différentes dimensions dans cette notion de sécurité alimentaire. Donc la dimension de la disponibilité des aliments, mais aussi de l'accès donc économique. Bien souvent, c'est pas une question de disponibilité des aliments, mais c'est une question d'accès monétaire. Les personnes n'ont pas l'argent nécessaire pour accéder à l'alimentation. Ensuite, on a des dimensions aussi très importantes qui sont la stabilité dans le temps. Si des personnes sautent des repas régulièrement, on peut dire qu'il y a une situation d'insécurité alimentaire. Il y a aussi des questions d'utilisation. Donc, est-ce qu'on a les conditions nécessaires pour préparer son alimentation? Donc, un accès à l'eau, l'hygiène, l'assainissement, par exemple. Et on a ajouté les chercheurs en fait qui font partie de panels d'experts sur l'agriculture et l'alimentation ont ajouté deux dimensions en plus. C'est l'agencéité, agency en anglais, donc qui exprime en fait la nécessaire maîtrise des individus sur leur destin alimentaire. Est-ce qu'ils ont la marge de manœuvre nécessaire pour prendre des décisions? Et aussi la soutenabilité, la durabilité, là d'un point de vue environnemental. Et ça nous amène, en fait, l'ajout de ces deux dimensions vers une autre notion qui est très importante sur laquelle on travaille chez Action contre la faim, c'est le droit à l'alimentation. En fait, on renverse un petit peu le prisme sous lequel on regarde la sécurité alimentaire. Le droit à l'alimentation, c'est une obligation normalement pour les États de mettre tout en œuvre pour réaliser le droit à l'alimentation. Donc on renverse la notion d'obligation et le droit à l'alimentation inclut cette dimension de maîtrise des individus, qu'ils soient consommateurs ou producteurs, sur leurs systèmes Oui. alimentaires. Et cette idée de protection des États sur leur population, et Adama du Sénégal vient de dire qu'elle partage tout à fait vos convictions et votre définition, Marie. En ce moment, je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de l'urgence. Vous devez donc effectuer un travail de fond, puis vous déployer dans l'urgence face à ces conflits qui perdurent. On va parler de l'Ukraine rapidement et des impacts du conflit jusqu'en République démocratique du Congo ou à Madagascar, qui s'approvisionnait
jusque-là en blé ukrainien. On peut penser au Liban. J'ai trouvé une citation très récente qui dit ceci: la destruction de plus de 1800 hectares de terres agricoles, ça c'est dans les dernières semaines, de 340 000 animaux de ferme et de 47 000 oliviers, a considérablement affecté la production alimentaire, en particulier dans les régions du Sud et de Nabatier, selon le ministère de l'Agriculture et le Conseil national de recherche scientifique. Donc, est-ce que la réalité actuelle qui se vit en plusieurs pays du monde vous éloigne de l'objectif au sens où c'est l'urgence qui accapare l'énergie de l'organisation? Alors, c'est vrai que quand il y a situation de conflit, on répond dans l'urgence. Le but premier est de sauver des vies et on se consacre moins, on a moins de moyens pour des actions de développement, des actions de mise en place d'agroécologie, par exemple. Et vous avez bien fait de mentionner certaines situations, notamment République démocratique du Congo, mais aussi, par exemple, le Yémen. C'est un peu des crises oubliées où les conflits vont vraiment alimenter la faim. Et pourtant, c'est des zones dans lesquelles il y a peu de couverture médiatique et on ne prend pas forcément en compte ce problème. Et je me permets aussi d'ajouter, comme vous avez mentionné, le Liban avec certains chiffres. Aujourd'hui, la situation dévastatrice qu'on voit, bien entendu, à cause du conflit, c'est à Gaza. À Gaza, où Action contre la faim est présent, il y a 75% des terres agricoles qui sont aujourd'hui détruites et qui vont le rester, même si on obtient un cessez-le-feu permanent et durable. C'est des destructions vraiment massives. Et on a aussi 1 million d'arbres, 1 million d'oliviers qui ont été déracinés depuis plus d'1 an maintenant. Donc c'est clair qu'on peut dire que la guerre, c'est la faim. Si des pays utilisent la faim comme arme de guerre, on est dans des situations Oui. où l'urgence nous accapare et où la priorité, c'est de sauver des vies. Et si on utilise la terre agricole comme terrain de guerre, ça ajoute à tout ça. Alors, comment jumelez-vous le travail de fond et comment pouvez-vous définir ce que fait Action contre la faim sur le plan environnemental, sur le plan climatique, pour mieux accompagner les communautés qui subissent les conséquences des extrêmes climatiques? Là, je vous emmène un peu ailleurs sur le travail de fond à long terme d'Action contre la faim. Tout à fait. Lorsqu'on n'a pas cette situation de Extrême? conflit où l'enjeu, c'est l'accès en fait, des populations à l'aide humanitaire, on peut se consacrer à des activités de développement beaucoup plus long terme en lien avec les organisations paysannes dans les pays où on intervient. Euh, Avec, par exemple, on fait beaucoup de programmes d'agroécologie. Euh, pour vous donner un exemple, parce que l'agroécologie étant un concept donc très chapeau, qui peut s'adapter à énormément de pratiques locales, on est en ce moment en train d'essayer de mettre à l'échelle un projet au Zimbabwe qui utilisait des plantes annexes sur une parcelle déjà diversifiée avec plusieurs cultures. Et ces plantes-là visaient à attirer des insectes pollinisateurs qui vont augmenter le rendement sur d'autres cultures. Et c'est à l'origine un projet de recherche-action qui a vraiment très bien fonctionné. On essaye de multiplier cette approche-là avec donc une pratique agroécologique, diversité de cultures. On se sert de processus naturels dans les écosystèmes. Et surtout, on se rend compte que ça permet vraiment d'augmenter le revenu des paysans et des paysannes qui sont sur le projet. Donc vraiment avec euh, des bénéfices pour les écosystèmes, mais surtout pour les producteurs et les productrices. Je vous ramène à Dubaï l'année dernière, donc à la COP 28. Vous avez déposé un plaidoyer, vous allez le faire cette année, on en parlera tantôt. Mais vous disiez la transition des systèmes alimentaires et agricoles est indispensable. Puis là, on vient de l'entendre à travers un de vos exemples. Mais les chemins pour y parvenir sont loin de faire consensus. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? C'est vrai que là, on va approcher la discussion plus politique. Donc, on fait du plaidoyer pour changer, transformer les systèmes alimentaires, parce que ça n'aurait pas de sens d'avoir seulement une action de terrain si on ne cherchait pas à changer les cadres politiques qui vont vraiment influencer les systèmes alimentaires. Et dans les COP, on voit souvent que la question de l'agriculture est vraiment traitée sous un prisme technologique uniquement. Donc, les solutions
très technologique, en fait, attire beaucoup les négociateurs qui ne s'y connaissent pas forcément d'ailleurs sur l'agriculture, parce que ça paraît comme une solution magique et c'est très attirant d'un point de vue politique. Mais toutes les solutions qui sont, par exemple, la sécurisation des droits fonciers, le contrôle sur les terres et les autres ressources, sont vraiment négligées. Et ça va être la voie que nous, on va plébisciter. Je mentionnais l'agroécologie, donc à travers des pratiques agricoles, mais aussi un mouvement social, en fait, qui vise à remettre vraiment les paysans et les paysannes au cœur des systèmes alimentaires et de faire respecter leurs droits, notamment sur les terres. Ouais, et il faudrait rappeler, parce que c'est vraiment le cœur de notre discussion, et ce sera vous souhaitez que ce soit le cœur de la COP, mais je ne sais pas si c'est le cas, mais que les agriculteurs et agricultrices sont un des 9 grands groupes d'intérêt désignés par les COP. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels agriculteurs, quelles agricultrices et quelle agriculture? C'est vrai que on parle des constituantes de société civile, donc différentes catégories. Il y a les ONG, par exemple, desquelles je fais partie. D'ailleurs, j'ai un rôle de coordination dans cette constituante. Il y a aussi les femmes, les peuples autochtones et bien évidemment les agriculteurs. Maintenant, c'est une constituante qui est assez dominée par la World Farmers Organization, l'organisation voilà, au niveau mondial des organisations de producteurs. Donc, c'est pas toujours clair s'il y a une pluralité des voix qui est possible, puisqu'il faut que toute la constituante se range derrière des messages communs. Et nous, on remarque qu'il y a certaines organisations paysannes qui ne se retrouvent pas dans la constituante des agriculteurs, qui rejoignent la constituante aussi ONG, et on essaye de porter leur message au maximum. D'accord. Et là, écoutez, je vois un peu ce qui arrive dans le chat aussi. On parle de soutien aux petits agriculteurs. Il y a toutes sortes de façons de soutenir l'agriculture, mais est-ce qu'il y a une grande, une tangente, une ligne de fond que vous partagez avec les autres organisations? Oui, déjà, le soutien aux agriculteurs, aux organisations paysannes, ça c'est clair. On sait qu'actuellement, seulement moins de 3% en gros des financements climat vont dans le secteur systèmes alimentaires. Donc, si on regarde en plus la portion de ces financements qui va aller à une agriculture plutôt à petite échelle avec des pratiques agroécologiques, c'est presque rien. Donc, il y a un besoin vraiment de financement pour l'adaptation des agricultures du monde entier, d'ailleurs, qui est énorme. Et ça tombe bien parce que c'est la finance climat, un des sujets qui va être vraiment au cœur de la COP29, on va en parler tout à l'heure, puisque les pays doivent négocier un nouvel objectif de financement climatique. Donc, plus cet objectif sera ambitieux, plus on pourra derrière, nous, ONG, organisations paysannes, aller faire en sorte que ces financements soient aussi accessibles pour le secteur agricole. Alors, ce commentaire sur l'accès au financement pour l'adaptation pour les petits producteurs nous parvenait d'Haïti, donc un participant au panel qui est là-bas et qui a grand besoin de ce type de soutien. On parlera peut-être plus tard d'économie circulaire. Pour l'instant, Marie, je vous demande de vous remettre en attente. On va aller faire un tour du côté de Kerguelen-Masso. Je vous ai dit qu'il connaît le Québec depuis un quart de siècle maintenant. Je vous ai parlé un petit peu de sa formation universitaire, mais au CJR, il agit comme directeur de la plateforme d'impact sur la santé environnementale et la biodiversité. Il va nous dire ce qu'est cette organisation pour commencer. Alors, Cargel, si c'est possible d'ouvrir micro et caméra, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour Hélène, bonjour à toute l'audience et merci beaucoup à Marie qui vient de nous partager son expérience. Oui, Enchanté d'être avec vous. oui, bien, on est enchanté de vous avoir avec nous aussi en direct du Kenya. Qu'est-ce que c'est que le CGA? Le CGA, c'est connu comme un partenariat global des chercheurs. On a 13 centres de recherche qui s'intéressent à la question de la sécurité alimentaire. Et puis, on travaille essentiellement dans les pays en voie de développement, essentiellement en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Et on s'est fixé comme 5 domaines d'impact où on veut contribuer dans ces pays.
Et Marie parlait beaucoup de la sécurité alimentaire, ça devient notre premier point, la sécurité alimentaire et la nutrition, mais aussi les questions relatives à la réduction de la pauvreté et aussi à l'amélioration du niveau de vie, des questions relatives au genre et à l'inclusion sociale. Et puis, on va parler probablement beaucoup, vous venez de toucher légèrement à ça, la COP29 sur le climat. Donc, on a une plateforme sur l'adaptation au changement climatique ainsi que l'atténuation. Et la plateforme que je coordonne qui est essentiellement sur la santé de l'environnement et la biodiversité. Oui. Et on va le dire, l'adaptation au changement climatique demande beaucoup sur la santé de l'environnement. Voilà, grosso modo, le CGA. Nous sommes 13 centres qui ont accepté de faire un partenariat, mais nous travaillons beaucoup avec les pays, donc les ministères de recherche dans les pays, les ministères d'agriculture, les ministères de l'environnement, ainsi de suite. Voilà, Ouais, vous êtes brièvement. très ancré, très axé sur les opérations de terrain. On le voit très, très bien quand on consulte votre site, le site Internet de l'organisation. Vous dites entendre mettre la science et la technologie davantage au service des producteurs agricoles. Comment? Puis on vient d'entendre Marie qui dit il y a comme deux visions qui s'affrontent quand on s'en vient dans des négociations internationales où on a cette volonté de mécaniser, d'industrialiser, de technologiser, si vous me permettez l'expression. Et vous voulez mettre cette technologie au service des plus petits producteurs. Dans la mission fondamentale, c'est ça. C'est essentiellement vraiment notre premier clientèle dans le travail que nous avons, ce sont les petits exploitants agricoles. Et c'est un exercice, si on prend le début du CGA, j'ai parlé du CGA, mais je n'ai pas dit que c'est presque les centres les plus vieux comptent à peu près une cinquantaine d'années, légèrement. Donc, plus ou moins vers le soleil des indépendances, si on prend par exemple l'Afrique. Et la première des choses, il y avait des besoins en termes de renforcement des capacités à recherche et ainsi de suite. On a commencé à travailler et puis avec le temps, on a eu beaucoup de critiques qu'on fait beaucoup de la recherche, mais on ne voit pas les effets sur le terrain. Donc, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Il y a presque une dizaine d'années, on a complètement changé notre modèle de la recherche, c'est-à-dire en appliquant le système de laboratoire vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment de s'assurer qu'on fasse des consultations au niveau national, surtout avec les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement, en incluant les organisations agricoles pour essayer d'entendre d'eux quelles sont les priorités, quels sont les besoins en termes de la recherche. Et Marie a mentionné ça, ce n'est pas uniquement en termes de solutions techniques, mais vraiment aussi en termes de questions sociales. Comment Oui. améliorer l'accès au marché? On a un centre qui est basé à Washington, mais avec beaucoup d'activités, vraiment qui regarde en termes de politique alimentaire et pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer l'accès au marché, pour améliorer l'accès aux innovations, ainsi de suite. Donc, la recherche très récemment est vraiment informée et même pour la plupart de nos supporters, il faut toujours démontrer combien nos programmes de recherche sont informés par les besoins des producteurs et avec ça, on ajuste avec le temps selon la nature des problèmes. Ce qui distingue votre organisation parmi plusieurs autres, c'est cette préoccupation de tous les instants pour la protection de la biodiversité. Vous parlez clairement de protection de la nature sauvage, de la biodiversité végétale, animale à des fins alimentaires. Donc, vous affirmez qu'il est important de protéger les cultivars anciens, les races, etc. C'est le cœur même des travaux du JR. Oui, tout à fait, tout à fait. Vraiment, le sujet a beaucoup contribué. Si vous prenez le cadre mondial sur la biodiversité, il nous sert comme vraiment un élément clé dans les questions que nous débattons, mais aussi la Convention de Rio sur la désertification, qui présentement se préoccupe de la dégradation des terres, mais aussi de l'aridité, pour essayer de regarder et développer des solutions qui adressent vraiment ces questions situation très, très concrète sur le terrain. Mais un point très, très important dans ce que nous faisons, c'est de démontrer que si aujourd'hui, ici et là, on pointe du doigt l'élevage, on pointe du doigt l'agriculture par rapport à des questions qui sont liées au changement climatique.
climatiques, à des questions qui sont reliées au changement de la nature, à la dégradation de l'environnement. On essaie de démontrer qu'il y a mille et une façons de travailler sur notre terre en sorte que ça réponde et ça permette d'être une solution contre les questions au changement climatique, contre les questions de dégradation des terres. Marie faisait référence à l'agroécologie, il y a l'agroécologie, il y a les solutions basées sur la nature. On teste toutes ces solutions. Les gens qui nous connaissent, c'est tout. Le centre CIFOR-ICRAF connaissent beaucoup de travaux par rapport à l'agroforesterie pour essayer de vraiment être sûr que nous gardons nos écosystèmes d'une façon très balancée. Donc, c'est essentiellement dans ce côté qu'on essaie de travailler un peu plus sur les questions de la biodiversité, de la santé de l'environnement. Mais un Et point comment très faites-vous important, oui, comment faites-vous pour vous préoccuper en même temps des rendements? Ça doit être une question qu'on vous pose souvent. Est-ce qu'on doit sacrifier le rendement au profit de la biodiversité? Est-ce que les deux peuvent se faire pour maintenir et même augmenter les rendements? Parce qu'on est toujours dans une optique de sécurité alimentaire. merci beaucoup, Hélène. C'est comme si vous étiez en train de dire les mots qui devraient sortir de ma bouche. La question la plus importante, c'est que on regarde, j'ai parlé des 5 domaines d'impact. Donc, la santé, la sécurité alimentaire, l'environnement, le climat, le bien-être et l'inclusion des gens. Donc, on essaie de faire en sorte que vraiment nos solutions soient très balancées, c'est-à-dire que on se préoccupe de la durabilité de l'environnement, mais en même temps de la production, de la productivité agricole et de la viabilité des entreprises. Et ce n'est pas quelque chose de pratiquement impossible, c'est très faisable. Il y a des modèles que nous utilisons pour essayer de maximaliser en termes de synergie. Comment, si on prend par exemple la production en Afrique, où on parle souvent d'utilisation très, très limitée des intrants agricoles, comme les engrais, on développe des solutions qui nous permettent de développer, régénérer la nature, développer des solutions à la base comme les engrais organiques, et ainsi de suite. À un certain moment maintenant, pour combler, pour s'assurer qu'on atteigne le rendement espéré, on essaie d'ajouter à cela l'engrais chimique. C'est-à-dire qu'au lieu d'y aller uniquement avec l'engrais chimique ou de synthèse, on essaie de mélanger avec les autres solutions en rapport avec la santé des sols, en sorte qu'il y a la santé de l'environnement, il y a la productivité agricole, il y a vraiment la viabilité économique, et ainsi de suite. C'est un exercice que nous faisons et essentiellement avec nos partenaires. Oui. Est-ce que vous mesurez également la santé des populations, pas seulement sur le plan de la sécurité alimentaire, mais sur le bien-être des populations? Est-ce que ça se mesure? Ah, ça, c'est une très, très bonne question. Nous avons des questions de la recherche où on doit répondre à un certain nombre d'éthiques. Donc, la réponse à votre question, c'est oui, et avec des précautions. Nous avons généralement des questionnaires et des formulaires de consentement que l'on administre à notre clientèle. Je vais vous donner l'exemple des femmes enceintes ou des enfants de moins de 5 ans. Donc, on va faire un processus, on va faire évoluer les documents et même avant de passer à l'entrevue, et on essaie de voir vraiment donner, je devrais parler de renforcement de capacité aussi pour essayer d'aider les gens de comprendre. Et nous avons un domaine de recherche très basé sur la question de la nutrition et c'est aussi des recettes alimentaires. Nous travaillons sur cela et puis on essaie d'évaluer les candidats, donc la population cible, les gens qui ont pu bénéficier de cette formation par rapport aux gens qui n'ont pas eu la même chance et d'essayer de voir en termes de la santé, en termes de la connaissance et de bonnes l'hygiène de vie, ainsi de suite. Nous avons beaucoup d'efforts à faire aussi avec ce que nous appelons vraiment des exercices d'intervenants avec les populations qui ont besoin de nos services, d'essayer de voir quelle est l'éducation financière, comment Ouais. essayer de travailler avec eux pour essayer de savoir que des retombées bénéfiques quand les récoltes sont bonnes, comment s'assurer qu'il y a une éducation financière pour cela. Et nous avons aussi un programme qui vise à regarder sur les questions du marché, comment vraiment permettre
rendre la chaîne d'approvisionnement relativement courte. C'est-à-dire il y a moins d'intermédiaires pour permettre aux producteurs d'avoir Ouais, le meilleur davantage de la de, production. Donc, davantage de il y a rentrée d'argent. l'éducation. Pendant que Oui, oui. Marie Coscar et Hugo Beauregard-Langelier vont rouvrir leur caméra et leur micro, pouvez-vous nous donner un exemple, un petit exemple puisé quelque part dans un pays où vous agissez pour qu'on ait peut-être un très court portrait d'un projet que vous menez en ce moment? Oui, je peux vous donner par exemple l'exemple de la Colombie. La Colombie en Amérique latine, où nous sommes en train de travailler ensemble, ça fait plus de 10 ans, sur le paiement pour des services écosystémiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la protection de l'environnement, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut penser à la nutrition, il faut penser aux revenus. On ne va pas dire aux gens conserver la forêt juste pour conserver la forêt, il faut aussi aller améliorer les niveaux de vie. Donc, comment avoir un système sur place où on a une possibilité de payer pour des services écosystémiques? Vous l'avez probablement entendu, par exemple, par rapport au crédit de carbone. Ça, c'est des questions sur lesquelles nous sommes en train de travailler en Colombie, mais aussi au Kenya. Voilà, brièvement. Voilà. Et pouvez-vous résumer le positionnement de votre organisation? On va commencer par vous, puis on ira à Marie après. Pas seulement pour la COP29, mais quant aux conférences des parties sur le climat, pour les COP. Pour quelles raisons est-ce que le CGR est présent à ces rencontres internationales? Oui, j'ai touché un peu de cela tout à l'heure parce que souvent, il y a le fait qu'on pointe du doigt l'agriculture comme étant responsable de la déforestation, comme étant responsable de l'émission de gaz à effet de serre. Si vous regardez du côté de l'élevage. Et la première raison d'être là dans les négociations, que ce soit pour les négociations sur le climat, sur la biodiversité, mais aussi pour la désertification, parce qu'on veut vraiment avoir une façon d'unifier les trois conventions pour être sûr qu'il y ait des synergies aussi, des économies. Mais l'objectif principal, c'est de démontrer qu'il y a beaucoup de solutions qui peuvent faire de l'agriculture une solution aux questions de changement climatique, ainsi de suite. Nous venons de sortir un rapport qui parle, par exemple, de la question des engrais et quelles sont les techniques qu'on peut adopter pour améliorer l'utilisation efficace des engrais et minimiser les émissions à effet de serre. Et on est en train, le même rapport parle de l'ammonium qu'on appelle vert, c'est-à-dire que les nouveaux systèmes de production ou en termes dans le processus de production, on a moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est des solutions que nous sommes en train de mettre sur la table. La même chose touche au côté de l'élevage pour montrer qu'on a une façon de faire l'élevage qui est respectueuse de l'environnement avec le minimum d'émissions. Donc, en partageant ces évidences scientifiques et aussi en travaillant avec les pays qui ont besoin aussi de partage de capacités pour être efficaces dans ces négociations. Marie parlait de gens qui vont promouvoir les technologies, les innovations, mais regardez le côté social ou socio-économique des choses pour être sûr comment faciliter ce partage des bénéfices, comment partager l'accès, faciliter l'accès aux, aux connaissances, mais aussi au financement. C'est des Ouais. questions où nous essayons de plaider en collaboration avec les pays. On va retenir la citation, beaucoup de solutions qui peuvent faire de l'agriculture une solution. C'est ce que Kerguelen vient de dire. Marie, c'est un peu votre position aussi. Donc, une approche très globale, très holistique, pourrait-on dire, de la situation de l'agriculture. Complètement. D'ailleurs, pour faire le lien directement avec les négociations sur l'agriculture qui ont lieu dans les COP, il y a un programme de travail spécifique qui s'appelle le programme conjoint de Sharm el-Sheikh sur l'implémentation, la mise en œuvre de l'action climatique pour l'agriculture, la sécurité alimentaire. Et les parties viennent de se mettre d'accord pour organiser un grand workshop avec des experts, avec y compris des agriculteurs, la société civile, qui est intitulé Approche systémique et holistique de l'agriculture et des systèmes alimentaires. Donc on est en plein là-dedans et on espère avoir l'occasion d'en discuter avec donc tous les négociateurs sur l'agriculture en juin de l'année prochaine. Pour D'accord. la COP29,
Oui. Voilà, Mais pour la attendez juste un instant. On va revenir à Sharm el-Sheikh parce que Hugo était présent, je pense, en Égypte il y a 2 ans. C'était 2022, c'est ça? Est-ce que cette approche holistique, tu l'apercevais déjà, Hugo? Oui, absolument, absolument. Quand on parlait avec les gens, avec les différentes personnes qui étaient présentes, on la ressentait, malgré que un élément qui m'avait quand même marqué lors de cette COP-là, puis Marie en a parlé un petit peu tout à l'heure en faisant référence à l'Organisation mondiale des agriculteurs, c'est que bien que, bon, les gens qui connaissent le Québec savent que le milieu agricole est bien structuré, il y a l'UPA qui agit comme fédérateur, qui porte une voix très forte au niveau des institutions. Mais ce qu'on voit, en tout cas, c'est ma perception au niveau international, les agriculteurs, les agricultrices, surtout au niveau de l'agriculture familiale, est quand même désorganisé. Il n'est pas nécessairement uni derrière une organisation. Oui, il y a l'Organisation mondiale des agriculteurs, mais il y a quand même un décalage entre les agriculteurs du Sud et les agriculteurs du Nord. Et notamment, lors de cette COP-là, il y avait la question par rapport aux subventions liées aux mesures d'adaptation au changement climatique où, avec raison, les agriculteurs du Sud disaient qu'il y avait une inéquité par rapport à ce qu'eux autres recevaient, mais évidemment, les agriculteurs du Nord voulaient conserver les subventions pour eux, pour leur pays, à juste raison. La question, c'est surtout de savoir, à ce moment-là, je pense, c'est de savoir, c'est pas, je pense, c'est pas une compétition entre qui en reçoit plus, qui en reçoit le moins, c'est plutôt de dire, il n'y en a pas assez. Donc, il n'y en a pas assez. Les agriculteurs du Nord en reçoivent, c'est une très bonne chose. Il ne faut pas les mettre en opposition avec les agriculteurs du Sud qui, eux, n'en reçoivent pas assez. Donc, comment on peut trouver des moyens par des financements internationaux? Il y a les grands fonds verts qui existent. Je ne peux pas m'avancer parce que je ne suis pas un expert là-dessus, mais il y a quand même des sommes d'argent qui pourraient être disponibles pour favoriser davantage les agriculteurs du Sud et faire en sorte qu'il y ait un certain rééquilibrage. Mais c'est ce qui est malheureux un peu, c'est qu'il n'y a pas nécessairement une seule voix qui porte celle de l'agriculture, étant donné qu'il y a quand même, il y avait des divergences d'opinion là, Ouais. entre les différents groupes à ce moment-là. Alors, Marie, vous l'avez mentionné tantôt, Cargill, quelle est votre position là-dessus, sur cette question de disparité dans le soutien à la transformation, dans le soutien à l'adaptation au changement climatique entre les pays? Ça, c'est des questions qui sont très, très épineuses et qui prendront beaucoup de processus. Déjà, ça même parler de changement climatique. Si vous avez entendu parler du Fonds mondial sur le partage des bénéfices qui résultent des ressources génétiques, vous sentirez que les pays ont une grande divergence sur la façon de comprendre. C'est la même chose pour le financement du climat. Et c'est là où des partis vraiment qui sont, je dirais, plus ou moins neutres, comme les centres CGA, l'Action contre la faim, viennent jouer un rôle très important en termes de vraiment apporter les éléments scientifiques sur lesquels les gens peuvent se Oui, baser. Quand ces éléments scientifiques, ce pas des éléments uniquement techniques, mais vraiment des éléments socio-économiques, ainsi de suite, pour essayer de comprendre vraiment les préoccupations des uns et des autres et trouver ce qu'on peut appeler le juste milieu. La question la plus complexe, c'est vraiment l'accès au financement. Et ça, ce n'est pas des solutions miracles qui doivent se passer, c'est de regarder si on est au sud, quel est le système financier qui existe pour le système alimentaire et comment on peut travailler, comment on peut améliorer. Et il y a quelques articles qui sont très, très cibles, pardon, du cadre mondial sur la biodiversité qu'il faut regarder de près. C'est la cible 20, la cible 23, 23 par an du genre, mais 20 par an essentiellement de partage, que ce soit au niveau de coopération, mais que ce soit aussi au niveau du financement. Maintenant, la question à Cali, on va aussi en discuter. Comment améliorer l'accès au financement? Les sources de financement, quand on est au nord et au sud, ce ne sont pas exactement les mêmes sources, mais partout, ça existe des sources. Comment s'assurer que ces ressources oui. sont valorisées? Il y a beaucoup de ressources. Comment ces ressources sont utilisées de façon efficace pour générer les résultats escomptés et comment maintenant vraiment avoir cette coopération que je peux parfois appeler Nord-Sud, qui est assez transparente et vraiment
dédié à résoudre les questions concrètes que l'on connaît. Donc, l'évidence scientifique est là. Comment travailler là-dessus pour trouver les bonnes solutions? C'est l'exercice de la coopération. Nous avons encore des pas à faire, mais c'est pas Il y a pour une amorce. partir Il y a à une amorce. zéro Marie, et à la base. ouais. Marie, quelqu'un nous dit on doit régler l'enjeu de gaspillage alimentaire par l'engagement des pays riches, entre autres. On pourra continuer tantôt. Marie, comment pouvez-vous résumer les grandes lignes du plaidoyer d'Action contre la faim pour cette édition 2024, alors qu'il y a un horizon 2050 où on sait qu'il y aura davantage d'aliments à produire pour nourrir, hein, pour ne pas aggraver le problème constamment. Donc, comment voulez-vous positionner Action contre la faim pour cette COP 29? Alors, on ne se positionne pas seul, hein, on a mentionné les grandes coalitions qui cherchent à influencer lors des COP. Donc, nous, on est membre du réseau Action Climat au niveau international. Et le grand message de notre coalition, que ce soit donc pour le secteur des systèmes alimentaires, mais tous les autres, c'est la justice climatique. C'est de dire qu'aujourd'hui, c'est complètement injuste que des personnes et des pays qui ont le moins contribué aux émissions de gaz à effet de serre subissent de plein fouet les impacts. Et donc, en quelque sorte, les pays industrialisés, les pays du Nord, ont une dette climatique envers ces pays, ces populations. Donc, on demande une augmentation vraiment radicale des financements climat à travers donc la négociation aujourd'hui à la COP29, ça va être un nouvel objectif collectif de financement. Avant, on parlait des 100 milliards pour le climat. Là, l'enjeu, donc ils vont aller des pays du Nord aux pays du Sud. Là, l'enjeu, c'est de passer à une échelle qui est des milliers de milliards, des trillions en fait, pour vraiment parler à un niveau, une échelle de grandeur qui correspond aux besoins et qui correspond à l'enjeu aujourd'hui de la transition climatique. Donc, on va avoir ce grand message en priorité pour la COP29. Et puisqu'on est sur la question des financements, on va aussi avoir des messages sur la qualité et l'accessibilité de ces financements, donc en particulier pour les communautés les plus affectées, dont les agriculteurs, les agricultrices. Et une manière de mettre ça en place, ça serait dans ces grands fonds climatiques, on a mentionné le fonds vert pour le climat, des fenêtres d'accès spécifiques pour les communautés. On pourrait imaginer une fenêtre d'accès spécifique pour les producteurs et les productrices alimentaires, par exemple. D'accord. Cargill, on peut revenir sur vos grands objectifs rapidement pour novembre 2024. Vous en avez parlé, là. Vous avez mentionné rapidement cette importance de diffuser l'information, donc une information scientifique valide, validée, solide pour démontrer le poids de certaines actions, l'efficacité de certaines actions, des mécanismes de réduction des émissions de méthane, de gaz à effet de serre également. Donc, essentiellement, est-ce que ça va se cibler autour de ça, la présence du CGR à la COP? Ça sera plus loin que ça parce que Marie veut de mentionner des questions par rapport au, au financement et une façon de bien gérer le financement, mais aussi il y avait une question dans le chat qui parlait de la réduction de gaspillage. Et Oui, puis la compréhension, vraiment, un exemple très simple pour dire que si on est capable de réduire de moitié le gaspillage ou une production excessive, on est capable de sauver des tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qui serait vraiment une bonne direction en termes de l'atténuation du changement climatique. Pour le côté du CGA, ce que j'ai mentionné, c'est deux exemples du rapport sur l'agriculture, les deux éléments clés qu'il faut considérer. Mais la question des pertes et dommages par rapport à l'environnement au changement climatique va être un élément clé pour essayer de démontrer que les pertes que nous voyons, les pertes de récoltes que nous voyons en Afrique, les pertes de population, les pertes de biodiversité sont étroitement liées au changement climatique parce qu'il existe un paradigme où les gens essaient de trouver plusieurs explications pourquoi les choses se passent, pour dire que même s'il n'y avait pas de changement climatique, ces problèmes allaient se poser. Donc, notre enjeu à la COP29,
c'est vraiment de démontrer des exemples, les études que nous avons faites récemment pour montrer les pertes. Surtout, je suis à Nairobi, dans ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique. Et on a fait une étude pour démontrer vraiment les pertes récentes par rapport à l'élevage, puis à la faune même sauvage et à la production agricole, et combien cela est étroitement lié au changement climatique. Donc, pour voir comment le financement peut être conséquent dans ce sens pour essayer de nous garder dans notre objectif de 1,5 degré. Alors, Hugo, puis après, on va revenir à une question de Normand Lemieux, puis on reviendra aussi à la réflexion de Walter, mais pour une petite, hein, même si on sait que UPA Développement International mène des actions un peu partout, dans ce portrait d'organisation de coopération internationale, ce n'est pas le plus grand joueur. On voudrait en faire plus et plus, mais on connaît les limites. Comment une organisation comme celle-ci peut-elle se positionner dans des enjeux pareils? Ben, dans un premier temps, je dirais, pour nous, l'important, c'est d'intégrer la voix des agriculteurs et agricultrices dans ces négociations-là. Même si on y va à petite échelle, je pense que chaque personne supplémentaire qui ajoute sa voix à ces négociations-là et qui entre en contact avec les décideurs est un pas dans la bonne direction. Puis, deuxièmement, c'est à travers nos projets, à travers nos programmes, c'est de voir de quelle façon on peut intégrer des activités qui vont favoriser le plaidoyer des agriculteurs, des agricultrices auprès des décideurs de leur propre pays. Au niveau du PADI, on a été impliqué de près à l'époque, surtout quand l'OMC était dans la force de son existence, c'est-à-dire au début des années 2000, l'Organisation mondiale du commerce, où il y avait beaucoup d'enjeux, beaucoup de négociations qui se déroulaient au sein de cette institution multilatérale. On avait travaillé de près avec les producteurs, les productrices pour qu'ils soient mieux outillés à faire pression sur le gouvernement de façon à ce que sur l'autel du libre-échange ne soit pas sacrifiée l'agriculture. Et en fait, ce qui est arrivé à cette époque-là, c'est que les agriculteurs, les agricultrices qui ont travaillé à certaines formations auxquelles l'UPADI a collaboré, mais parfois, ils en savaient même plus que certains fonctionnaires de leur propre État qui se présentaient à ces négociations-là. Donc, les agriculteurs étaient en mesure d'offrir des argumentaires pour que les pays puissent prendre leur défense, puis puissent prendre, en fait, euh, conscience de l'importance de l'agriculture dans leur propre pays et défendre ça au niveau des négociations commerciales. Donc, je pense qu'au niveau du climat, on est rendu là présentement avec les grandes COP. Donc, comment les agriculteurs peuvent être mieux outillés, pas juste quand ils se présentent à ces rendez-vous, mais 365 jours par année lorsqu'ils sont en contact avec le gouvernement pour faire des pressions sur cet aspect-là. Puis je terminerai peut-être sur ce point-là en disant, tu sais, je pense que Marie l'a abordé un peu tout à l'heure quand il était question de la sécurité alimentaire. À la base, c'est que les marchés sont impitoyables pour les producteurs et les productrices agricoles. Ce qui fait qu'il y a un déséquilibre important au niveau de la répartition des revenus de l'ensemble de la chaîne agricole Ouais. agroalimentaire. Donc, ça aussi, ça doit faire partie des discussions pour une meilleure transition agroécologique ou une transition agroenvironnementale. Alors, je voudrais une réaction très rapide de Cargill et Marie, puis après, c'est parce que je veux aussi être en mesure de vous transmettre quelques-uns des commentaires. Mais Normand Lemieux dit, est-ce possible, puis il y a un lien avec ce qu'Hugo vient de mentionner, d'atteindre la sécurité alimentaire telle qu'on la souhaite sans changement majeur à l'économie de marché telle qu'elle est aujourd'hui? Marie Cosquer. Oui, c'est en fait ce qu'on entend par il faut transformer radicalement les systèmes alimentaires, c'est-à-dire que c'est pas juste avec des politiques agricoles telles qu'elles sont aujourd'hui que on va régler le problème. Il y a aussi des enjeux de réforme financière au niveau international beaucoup plus larges, comme permettre des restructurations, des annulations de dettes pour certaines économies qui sont extrêmement endettés, des pays africains, et qui ne peuvent pas en fait investir dans la protection sociale ou l'agriculture, donc des systèmes qui permettraient de régler des problèmes de faim, de pauvreté dans le monde. Donc bien sûr, tout ça est intriqué Oui, et tout ne peut pas être réglé à la COP par ailleurs. c'est vrai. Cargill, là-dessus, justement, Normand Lemieux, toujours, qui dit, puis je pense que vous avez des recherches en cours qui tendent à documenter ces questions-là. Globalement, est-ce que le niveau de sécurité alimentaire d'un endroit peut être corrélé
corrélés avec des éléments de stabilité sociale. Définitivement, c'est très, très bien dit. Nous avons même un programme de recherche qui est dédié aux questions de sécurité alimentaire, des migrations et de conflits. Donc, pour montrer combien la stabilité sociale devient très, très critique dans la recherche. Dans notre façon de travailler, on essaie de couvrir les pays qui sont relativement assez stables par rapport à des pays qui connaissent des épisodes de conflits et autre chose. Et on voit la grande différence qui se pose. Et ça, c'est pas uniquement par rapport à, j'aime la question de Normand pour toujours aller chercher des solutions holistiques, pour essayer de regarder que ces problèmes, quand ça se pose, que ce soit les conflits, ça touche aux ressources naturelles, donc une dégradation rapide de ressources naturelles qui fait que la production baisse. Ouais. L'accès de marché et la manipulation devient très excessif. On prend l'avantage de la situation et il y en a qui sont Hugo parlait déjà des systèmes de marché qui est plus ou moins pitoyable. Les gens qui vont profiter de ces situations d'instabilité pour prendre l'avantage, pour essayer de cacher même ce qui devrait être disponible, profitant de la crise, disons, on a besoin de systèmes d'irrigation, on a besoin de carburant pour pomper l'eau, mais l'instabilité fait que le carburant n'est plus accessible, donc on ne peut plus irriguer, ça touche la production. Ouais. Et Donc, là, on est dans vraiment, la une réponse boucle. serait, Ouais. c'est en boucle. Ouais. Alors, écoutez, très rapidement, puis ensuite, je reviens avec la réflexion de Walter Ellis en Haïti. De Guinée-Conakry, Diallo nous dit, je suis entrepreneur agricole et j'ai vraiment besoin d'appui pour pérenniser et valoriser l'agriculture biologique ici. On nous écrit du Mozambique, on nous écrit du Mali, où on dit, je rejoins Walter pour l'accès à la formation, au financement et à l'adaptation pour les petits exploitants, notamment l'appui spécifique pour vulgariser l'agriculture biologique. On nous dit aussi qu'il faut mettre les jeunes dans le coup. Ousseyni Sakaré, pardon, scientiste du climat, avec les changements, ce sont les inondations, les sécheresses qui vont affecter la production. Donc, on voit bien que ça risque de s'aggraver toujours. Gaspillage alimentaire, on en a parlé. Et Natuga nous dit il est nécessaire de mettre en place des programmes pour combler le fossé entre les jeunes et les personnes âgées pour que celles-ci, les jeunes, deviennent des leaders de la conservation de l'eau, qui maîtrisent l'apprentissage de nouvelles compétences en étant rattachés à des entreprises pour une économie plus résiliente. Alors, il y a d'autres questions qui vous seront adressées directement, là, qui sont dans le chat en ce moment, donc pour des précisions. Mais en Haïti, Walter demande comment rendre le financement climatique plus accessible et plus efficace pour les petits exploitants. Ces petits exploitants, il le précise, qui manquent souvent de soutien institutionnel et qui manquent de capacité pour naviguer dans les mécanismes de financement internationaux. Hugo, Cargiel. Oui, ben, encore là, Marie l'a abordé un petit peu tout à l'heure, là. Moi, au niveau des fonds internationaux, euh, il faut être en mesure de démocratiser davantage et de rendre plus transparent le fonctionnement et l'accès à ces fonds internationaux. Parce que présentement, et là, c'est une perception encore là, du point de vue du PADI, qui sommes en contact de façon régulière ou irrégulière, dépendamment des moments, avec des gens qui sont impliqués, c'est que c'est très difficile d'avoir accès à ces fonds-là pour des organisations paysannes. C'est principalement accessible par des grandes organisations multilatérales actuellement et c'est difficile de voir après ça de quelle façon ça peut ruisseler jusqu'au niveau des champs ou jusqu'au niveau des élevages. Donc, moi, je pense que dans un premier temps, ça paraît haut niveau de la façon dont je le dis, mais ça me semble être la première étape, c'est-à-dire démocratiser et rendre plus transparent le fonctionnement de ces fonds-là et de réserver, je dirais, la deuxième étape, c'est de réserver une partie de ces montants-là directement aux plateformes nationales ou aux organisations paysannes au niveau de chacun des pays pour qu'elles soient capables, elles, de redistribuer et d'utiliser cet argent-là. Et peut-être un troisième élément, c'est de voir au niveau des gouvernements, il y a différents. Nous, on mène des projets avec des partenaires.
pour intégrer, par exemple, des meilleures pratiques au niveau agro-environnemental, mettre en place des clubs conseils au niveau des organisations paysannes. Il y a des éléments comme ça qui fonctionnent, mais que, à terme, si elles ne sont pas prises en charge en partie par l'État, elles ne fonctionneront plus. Elles vont Elles tomber. fonctionnent parce qu'elles sont financées à travers des bailleurs de fonds, mais à un moment donné, elles vont avoir besoin de l'État pour être capables de se poursuivre, comme c'est le cas ici au Canada ou dans plusieurs pays européens. Donc, il faut que ces argents-là puissent se convertir en termes de politique publique à travers des exemples qui fonctionnent déjà dans plusieurs pays. Le temps file, il nous reste à peine une minute, mais je nous mets au défi de conclure très, très, très rapidement. Donc, on va tenir au courant les gens qui ont participé au panel aujourd'hui. On va transmettre les adresses courriels de vos deux organisations. Un mot, une phrase, Marie Kosker, pour ce que vous vous apprêtez à vivre en Azerbaïdjan prochainement. Donc, comment résumer votre souhait, votre espérance? Bien, pour le secteur agricole, c'est d'avoir des narratifs autour de l'agroécologie et de la justice climatique pour vraiment profiter aux producteurs et aux productrices qui en ont le plus besoin. Carguel Masso, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose au propos de Marie? Juste pour revenir au point sur les petits exploitants agricoles, vraiment sur bâtir le point de Hugo, s'assurer qu'ils informent le message que le gouvernement va porter, ne pas laisser juste aux décideurs politiques, mais de donner des éléments clairs qui montrent son besoin de financement, qui montrent l'effort des producteurs dans ce secteur. Ça serait vraiment une bonne contribution. Nous vous sommes infiniment reconnaissants d'avoir participé à ce panel aujourd'hui, d'avoir élargi le regard sur cette prochaine COP 29. Hugo, je sais que je ne peux pas te demander s'il y a des attentes précises par rapport à la COP parce que tu prépares plutôt celle de Rio l'an prochain. C'est ça, mais on va continuer de suivre tout ça. On remercie infiniment les gens qui ont pris cette heure avec nous. Quelqu'un nous dit toujours trop court. C'est vrai que ça a passé vraiment très vite, mais qui dit qu'on n'aura pas l'occasion de revenir sur le sujet un peu plus tard. Alors, Carguele Masso, merci infiniment de cette participation. Marie Kosker, merci aussi. Peut-être vous croiserez-vous un de ces jours, mais vous serez à la COP 29 avec vos organisations un peu plus tard. Hugo Beauregard-Langelier, merci encore. Et merci à toute l'équipe, hein, Andréane Soucy qui a relayé quelques-unes des questions et à vous qui êtes là présents quasiment chaque fois. On vous donne rendez-vous, Hugo, si ma mémoire est bonne, c'est le 2 décembre pour un panel toujours sur la sécurité alimentaire, mais cette fois avec une chaire de recherche de l'Université Laval. On aura une formule un peu différente à vous proposer, alors suivez-nous et on vous donne les détails le plus rapidement possible. Merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Carguele. Merci, Marie. Oui, merci. Merci à vous. À Au la revoir. prochaine. Au revoir.